Tout quartier ou association a une histoire, son histoire. Le film qui va vous être présenté retrace, sans trop rentrer dans les détails, la vie dans ce quartier de la commune de Couney-Chamiers depuis la fin des années 1870 à nos jours, au travers de témoignages d'anciens ou nouveaux locataires, de personnages politiques ou de personnes y travaillant. Mais c'est surtout l'histoire du comité de défense de la cité HLM de Chamiers, depuis sa création en octobre 1954, devenu depuis quelques années l'amicale CNL des locataires de Chamiers. Vous allez voir, grâce à des vues aériennes, l'évolution importante de celui-ci depuis un terrain de manœuvre militaire dans les débuts des années 1900, devenu par la suite un hippodrome, un aérodrome et enfin utilisé pour des jardins. Mais tout change de 1950 à 1970 avec la construction de nombreux immeubles sur cet espace. Depuis le bâtiment A jusqu'au bâtiment Jean Massé, en passant par les pavillons de la cité Jean Moulin, sans oublier la construction du groupe scolaire Eugène Leroy. Ce film est aussi le témoignage de la vie des habitants dans cette cité dortoir, avec des bâtiments qui furent réservés pendant de dizaines d'années aux agents SNCF, bâtiments A, B et C, aux agents EDF, bâtiment D, puis aux rapatriés d'Algérie dans les années 1960 au bâtiment E bis et E ter. Quand je suis arrivé aux affaires, souvenez-vous, j'ai pratiqué, ça n'a pas été bien compris au début, j'ai pratiqué un DSU. Alors le DSU, c'était diagnostic social et urbain. Alors quand on a ouvert cette boîte de Pandore, Kekoyako, les gens, mais le maire, où c'est qu'il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire, etc., comment il va le faire. Mais oui, mais c'était déjà une première écoute. Déjà un premier recensement. Moi je m'étais bien aperçu qu'on avait pris du retard par rapport à certains, pour pas aller très loin, déjà au niveau de l'agglomération. Boulazac avait bien avancé son projet en rue, Périgueux avait bien avancé aussi, même si la phase de concertation s'était pas trop bien passée, mais enfin moi je vais pas rentrer là-dedans. Moi j'ai voulu que dès le départ, il y ait cette phase de concertation pour aller vers l'ANRU. Parce que je le dis, parce que certains l'oublient, s'il n'y avait pas eu le DSU qu'on avait fait en 2008-2009 quand je suis arrivé aux affaires, nous n'aurions pas eu ensuite l'ANRU, la programmation ANRU. Nous aurions été malheureusement encore les oubliés de l'histoire. Donc ce travail de DSU que nous avons fait, avec les habitants, avec les experts, avec les institutions, nous a servi pour obtenir effectivement ce sésame magique qu'on appelle l'ANRU, parce que, soyons clairs, la commune à elle seule ne pouvait pas supporter financièrement et l'ingénierie et le financement de ce projet. Et donc ce quartier va être métamorphosé, et c'est tant mieux. Voilà, parce qu'elle avait grandement besoin. Alors moi je suis arrivé à Chamiers en 1969 au bâtiment E, l'escalier 26. C'était un escalier où à l'époque on avait pas loin d'une cinquantaine d'enfants. Et ce qui m'a le plus marqué, que j'ai comme souvenir, c'est que
il y avait une convivialité. Les gens se parlaient tous entre voisins. Le soir, je me rappelle, quand je sortais du travail, tous les bancs étaient occupés par les mamans. Les enfants s'amusaient. Il y avait, je dirais que les gens étaient solidaires les uns des autres. Et qu'actuellement, il y a beaucoup moins d'enfants. Il y a peut-être 200, même pas 200 enfants dans ce quartier, où à une époque, on était plus de 600 enfants. Alors l'image du quartier a été bonne, je pense, que jusqu'au début des années 2000. Après, ça s'est dégradé pour des tas de raisons, des incivilités. Si on veut que l'image du quartier revienne, il faudrait que déjà qu'il y ait plus de lien social entre les habitants, qu'il y ait le respect, parce qu'il y a un manque de respect dans le quartier, on le rend. Il faudrait aussi que les contacts avec les politiques et le bailleur soient plus fréquents et qui prennent en compte toutes nos demandes sans qu'on ait des délais très longs pour faire aboutir des petits travaux. Alors la rénovation du quartier, j'en entends, alors c'est vrai que c'est la partie extérieure qui va être vraiment toute refaite, ça va changer l'image du quartier. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on ne va pas travailler sur l'intérieur des logements, où il y a beaucoup de travaux à faire. C'est vrai que c'est un quartier qui va vraiment évoluer. Bon, il y aura quand même 200 logements de moins. Donc, c'est ça l'image extérieure que les gens vont voir. Il ne faut pas penser qu'en refaisant toutes les façades, on va régler tous les problèmes intérieurs. Problèmes d'incivilité, les problèmes de nuisance. Ça se fait dans notre quartier où on se rend compte que les extérieurs sont magnifiques, aussi bien espaces verts que les façades, mais qu'il y a toujours ces problèmes de violence, pas une grosse violence, des petites violences, d'incivilité. Et ça, moi je pense que ce problème, il faudra le régler peut-être bien avant que les travaux soient tous terminés. Alors moi, en 82, j'ai des cousins qui habitaient le quartier qui sont venus me voir pour me demander de leur donner un coup de main. C'était pour la kermesse du curé. Donc depuis 82, pendant 3 ans, j'ai servi à la buvette la kermesse. Et puis en 85, en décembre 85, je suis rentré à l'amicale. Et la première année, je me suis retrouvé secrétaire adjoint de la commission des fêtes alors que je ne connaissais rien. Et puis après, l'année d'après, je suis devenu secrétaire. J'ai fait tous les échelons. Je suis passé par trésorier, vice-président, et je suis président depuis 1995. J'ai toujours aimé le contact avec les autres. C'est un quartier où, bon, au bout de 50 ans, bon, je m'y plais. Malgré qu'il y a des points négatifs et beaucoup de points positifs. Mais c'est vrai que je suis aussi... j'aime rendre service aux autres, malgré que ça devienne de plus en plus difficile. Puis bon, je prends aussi, bon, tout le monde on prend de l'âge, et puis bon, c'est vrai que c'est plus difficile maintenant qu'à l'époque, puisque je me rappelle, moi, dans les années 60-70, dès qu'on demandait quelque chose à quelqu'un, ça y est, il était là, il n'y a pas de problème, tandis que maintenant, c'est chacun chez soi, les gens se renferment, il y a des communautés qui se créent, et on le voit, on voit que certaines communautés ne participent plus à rien dans le quartier. Alors ce film, je pensais le faire pour le 60e anniversaire de l'Amicale, c'était il y a en 2014. Bon, ça n'a pas pu se faire pour X raisons. J'ai souhaité réaliser ce film pour laisser une trace du quartier, avec des témoignages des gens qui ont vécu dans les années 50-60, des gens qui y vivent encore. Ouais, c'est une trace pour l'histoire. Je suis arrivé à la cité Jean Moulin en 1958, le 3 avril. Venez d'où? De Périgueux, des rues Neuves. J'étais déjà maman, j'avais une fille de 3 ans et j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'avais 21 ans.
suis arrivée aux vacances de Pâques 1961. J'avais 8 ans et demi. On est arrivé avec mes parents et mes frères et sœurs. Nous étions 5 enfants dans la famille. En 61, c'était toujours des prés, il n'y avait pas de route. C'était bien, quoi. Ça changeait, parce que dans les rues neuves, c'était des petites rues. Là, on était vraiment à l'air. Par contre, l'hiver, on a souffert. Il n'y avait pas de chauffage? Non, on se chauffait à la cuisinière. On avait des douches, mais à l'eau froide. Ah oui, à l'époque, oui. L'hiver, c'était très humide. On était bien quand même. Mais c'était la vie d'un petit village, quoi. Oui, hein, mais oui, une petite commune. On avait un marchand de légumes qui habitait dans la cité, Monsieur ouais. Desmartins. Ouais. Le dimanche, on avait le boulanger-pâtissier qui passait les gâteaux. Ouais. On avait une mercière aussi Ouais. qui passait, et on y habillait nos enfants. En tant qu'enfant, on était bien parce que on avait beaucoup de terrains vagues où on pouvait jouer. On était libre tout en étant. Les parents nous laissaient aller parce qu'ils savaient qu'on n'était pas loin, qu'on était dans le quartier. Et donc, on était libre. On s'entendait bien. Et puis on s'entendait bien, oui, oui. Et puis à ce moment-là, si un enfant faisait une petite bêtise, les voisins n'hésitaient pas à faire des remontrances. Et comme ça, on savait que si on avait une remontrance d'une voisine ou d'un voisin, on faisait attention parce qu'on savait que les parents seraient au courant. Tous les soirs, après manger, que ce soit les mères ou les pères, ils sortaient dehors. On s'assoyait sur les escaliers et puis on discutait. On surveillait les enfants qui étaient dans le pré. Je trouve qu'actuellement, il n'y a pas de vie dans. Non, il n'y en a pas du tout. C'est triste. Vous parlez d'un manque de lien intergénérationnel. Mais même interpersonnel, quoi. Parce que, à part quelques anciens où on se connaît, parce qu'il y a 60 ans qu'on est dans le quartier, mais les gens qui sont arrivés depuis, on ne se parle pas. Hein. C'est dû à quoi? Je sais pas, parce que chacun reste chez soi. Oui. Chacun reste chez soi et puis il n'y a pas d'enfants comme il y avait dans le temps. Ouais. Moi, je sais que chez moi, au début de la télévision, j'avais tous les enfants du quartier. Cathy, Cathy, j'en avais même sous la table. Ils venaient regarder la télévision. Il y avait des enfants dans le quartier. Il n'y en a plus. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y en a. On ne voit plus les enfants jouer dans le pré comme dans le temps. Je suis à l'amicale des locataires et puis au conseil citoyen, justement, dans le cadre du programme de renouvellement urbain. Comment avez-vous connu l'amicale des locataires? Mes parents y étaient et puis quand je suis donc arrivée à la retraite, je me suis impliquée dans l'amicale parce que j'avais plus de temps. Vous avez parlé du conseil citoyen. En quelques mots, pouvez-vous nous dire à quoi ça sert? Le conseil citoyen, c'est pour représenter les habitants du quartier et à la fois passer l'information des instances décideuses et la voix des locataires pour qu'on puisse essayer de faire une rénovation qui soit un peu à l'image de ce que souhaitent les locataires et pas ce qui est plus ou moins imposé par tout le système administratif. Et les décideurs. Oui, j'ai connu l'amicale des locataires, mais quand j'ai été à la retraite, enfin même avant,
et je participe. Je fais des sorties avec l'amicale des locataires. La journée des retrouvailles pour des anciens Oui. qui ont vécu les HLM. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bien parce qu'on se retrouve. Je vois que j'y retrouve une famille que j'ai connue, la famille Ravel. Je les retrouve tous, les filles, les garçons. Et ça fait plaisir parce qu'ils sont partis du quartier et vraiment ils étaient très gentils. Les gens qui sont partis du quartier, on les retrouve et puis qu'on puisse, en même temps, on peut discuter de comment c'était quand on était plus jeune, parce que maintenant ce sont des adultes comme moi, alors que quand on s'était connus, on était des enfants. Donc on voit comment les gens ont cheminé dans leur vie, quoi. Depuis qu'on est là, il y a tout le collège qui a été construit, la SPTT, Jean Massé qui s'est construit, alors que c'était un terrain vague, c'était pour nous, enfants, c'était un terrain de jeu. Il y a l'église qui s'est construite, la mairie, tous les bâtiments E et F qui se sont construits, la tour. Puisque en 61, quand on est arrivé, ce bâtiment se finissait. Les premiers habitants sont arrivés en 61 dans ce logement, dans cet immeuble. Quand on est venu, il n'y avait pas de contrevent. Mon mari en a fait faire puisqu'il travaillait chez Dagan. Mais je trouve que maintenant, c'est plus habitable, quoi. On est mieux. On a un chauffage, il y a l'isolation, ça moisit plus, on est bien mieux. Et alors, ils vont nous démolir. Quand je suis allé, on m'a convoqué, j'y suis allé, on m'a dit, vous irez directement en pavillon. Alors j'attends. J'ai toujours vécu en pavillon, je vois difficilement aller habiter en immeuble. Maintenant, on ne sait pas trop encore, puisqu'on doit rencontrer la directrice, on va voir ce qu'elle va nous annoncer. Mais on espère fortement qu'ils vont commencer à construire pour qu'on se rende compte de ce qu'ils vont nous proposer. Dans ce projet de renouvellement urbain, normalement, c'est une opération tiroir. Ça veut dire qu'on construit 18 et on déconstruit 18. Sur le principe, êtes-vous d'accord? Ah ben, depuis le départ, c'est ce qui avait été promis et que les gens comptent que c'est ce qui va se passer. Parce qu'on ne veut pas déménager 2 fois en 6 mois. Moi, je souhaiterais que ça soit un territoire où il y ait de la vie. Je suis arrivé en octobre 1954. J'avais 9 ans. Au bâtiment A. La porte 2, au 2e étage, au 222. C'est le premier bâtiment qui était construit. Bon, à l'origine, avec mes parents, on devait aller au bâtiment B, mais il n'était pas encore tout à fait terminé. Donc, provisoirement, on nous avait logé ici. Bon, le provisoire qui a duré 2 ou 3 ans. Donc, l'appartement qu'on devait nous allouer a été pris par quelqu'un d'autre. Et les gens qui étaient là, ils étaient venus, eux, en attendant de se faire construire. Et dès l'instant où ils ont eu leur maison en face de l'ancien magasin Mutant, chez M. et Mme Rouvès, on a eu leur appartement. Et donc j'y suis resté jusqu'à ce que je me marie, j'avais 22 ans. Donc il y avait un grand terre-plein, un ancien terrain à l'époque qui avait servi à la Deuxième Guerre mondiale de terrain d'aviation, qui avait servi d'hippodrome et qui avait servi de jardin. Et alors, là-dedans, nous, on s'éclatait. On jouait à la guéguerre.
Parce que le terrain était resté tel que. Donc avec des creux et tout, on a trouvé des casques, on a trouvé des munitions, on a trouvé des boîtes rondes, vite de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'était des masques à gaz allemands. On s'amusait avec. Donc étant donné que cette époque, quand les HLM ont été aménagés, il y avait une reconnaissance de gosses que le diable. Mais il n'y avait que l'école, Jules Verne. Et comment faire? Eh bien, comme l'alphabet, jusqu'à un certain chiffre, le matin à l'école, et le reste l'après-midi. Ben oui, parce que tout le monde ne pouvait pas y aller, quoi. Le temps que Eugène Leroy se construise. Et puis après, bon, ben, quand l'école Eugène Leroy a été terminée, donc on a atterri là-bas. Ah, il y en avait plus que maintenant, hein. Parce que déjà, rien que dans le bâtiment, là, en bas, à la place où il y a la petite mercière, c'était la première librairie qui était tenue à l'époque par Madame Vaubourgoin. À côté, pendant quelque temps, il y a eu une droguerie qui a été tenue par un copain, M. Jojo Simonet. À côté, il y avait un fleuriste, M. Diba. Et l'autre magasin à côté, c'était le boucher, c'était M. Cibrenard. Dans le bâtiment B, tout à fait au fond, il y avait une boulangerie. À l'époque, c'était M. Monteau. Et je crois que le dernier, ça a été M. Touchassou. C'est ça, oui. À côté, il y avait un petit coiffeur, homme, qui s'appelait M. Madure. À côté, il y a eu une pharmacie, un magasin de chaussures, la cave de la cité. Et donc à côté, c'était une épicerie. La librairie qui était au bout, là, a changé, a été dans notre bâtiment, et qui a été tenue par Madame Dordet. Nicole Dordet. Après, il y a eu M. Fouillenne. Et M. Fouillenne qui a pris la suite. Parlez-nous de la boîte de nuit qu'il y avait à Chamier. Ah oui, mais avant que ce soit une boîte de nuit, c'était un bal, hein, qui s'appelait l'Orielto, qui était tenu par Madame Rontex. Et la semaine, ça faisait restaurant. Et alors, quand il y avait bal, la plupart du temps, c'est mon père qui faisait les entrées. Et au bout d'un certain nombre d'années, bon, ça marchait de moins. Ça s'est transformé en boîte de nuit, qui a pris le nom de Bilboquet. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Ça a brûlé. Soi-disant que c'est un mégot qui était mal éteint dans un cendrier. Ils étaient même là avant que les Américains s'en aillent. Parce que tous les samedis soirs, quand les Américains montaient, ils ne voulaient pas payer l'entrée. Hein. Ils ne voulaient pas payer l'entrée et puis ils ne voulaient pas le tampon sur la main parce que ça leur était interdit. Alors Jean-Marc Rontex a dit, il me laissait rentrer, il me laisse assez d'argent au comptoir, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais ça va donner quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent renouvellement? Pour faire quoi? Ça y est, il y a des travaux qui vont être réalisés. Oui. Des façades, quelques travaux à l'intérieur. Bon, se disant que la tour va être réhabilitée. Extérieur. Bon, de quelle manière question isolation et tout. Bon, parce que leur petite plaque qu'il y avait, comme dans les autres bâtiments, c'était pas mal. Mais il y en a que ça ne devait pas leur plaire, étant donné qu'il y en a des 3/4 qui sont cassés jusqu'à une certaine hauteur. Mais, par contre, une question où on m'a jamais répondu, que j'ai demandé pourquoi le bâtiment E-Terre, on le démolissait. La seule réponse qu'on m'a dit, ça cache. J'ai dit, mais ça cache quoi? Alors, l'espace vert derrière. J'ai dit, oui, l'espace vert. J'ai dit, mais c'est vrai que, vu le nombre de jeunes qui passent, j'ai dit, uniquement les gosses à l'entrée, à la sortie des classes, hein. C'est les seules personnes qui passent en haut du talus. Hein. Donc je vois pas, moi, ce que le bâtiment peut cacher. Parce que quand on parle de réhabilitation, je pense qu'il aurait mieux valu garder celui-ci
Et qui est le bâtiment E, qui lui est plus pourri que celui qu'ils vont démolir. Mais soi-disant que ceci, il ne faut pas y toucher, il est classé, soi-disant. Je suis arrivé là le 25 juillet 1965. Vous aviez quel âge à l'époque? Attends que je calcule, je suis de 34 alors. 34. 31. Ouais. 31. J'avais 3 enfants. 3. Le bâtiment était même pas trop fini, puisque c'est la construction du bâtiment en 65. Il était même pas trop fini. Dans les allées, là, c'était encore la castine. Enfin, les gamins, il fallait qu'ils aillent à l'école avec des bottes parce qu'il y avait de la boue un peu partout. Moi qui arrivais d'un petit appartement minuscule, me retrouver dans ce grand truc, là, ça faisait tout drôle, mais enfin. Et j'y suis toujours. Disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers dans ces bâtiments, beaucoup d'ouvriers, avec de nombreux enfants d'ailleurs, mais c'était bon enfant, les parents jouaient au foot avec les gamins sur le terrain, que vous ne voyez, on s'assoit plus. C'était sympa, moi je trouve que c'était... Moi j'étais bien là. Je crois en 80. Je suis rentré à l'amicale des locataires. Je crois jusqu'en 97 ou quelque chose comme ça. Vous avez eu des responsabilités? Oui. J'ai été secrétaire administrative et après j'étais responsable de la commission excursion et loisirs. On était pourtant nombreux à l'époque, on était 40 ou je ne sais pas combien, mais il y avait cette fête de Chamier, on en parle encore d'ailleurs avec des gens que je rencontre, comme le René Mondari et tout ça. On en parle, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait pendant 4 jours, on faisait la fête, celle de juin, 4 jours. Le vendredi, on faisait quand même il y avait des marches ou je ne sais quoi, alors le samedi, dimanche et lundi. Mais il y avait une ambiance, chacun avait son rôle, si vous voulez, mais moi j'aimais bien, ça manque. Je regrette ce temps. C'est vrai que je ne pourrais plus faire ce que je faisais à l'époque, enfin. Parce qu'on buvait les caisses de bière, quand la brouille arrivait avec son camion. Combien il y avait de fêtes à Chamy au départ? Il y en avait 2. Il y avait la fête de printemps, au mois de mars, quelque chose comme ça, et celle de juin, la fête de l'été au mois de juin. Sans compter les excursions et tout ça. Parce qu'on sortait quand même pas mal. Je connais beaucoup d'endroits grâce à ça. On est sorti, on faisait quand même pas mal d'excursions. Je ne sais pas si on en faisait... Si, on en faisait 2, je crois. Une au printemps et l'autre après, on allait au bord de l'eau. Mais... la plus... Je m'en souviens, Biarritz, c'est le plus loin qu'on a été, je crois. Biarritz. Mais on faisait beaucoup on allait beaucoup, on faisait au moins 2 sorties par an. Disons qu'on on visitait plutôt des endroits, et la seconde c'était à la mer, à la plage. Avec Saint-Georges-de-Didonne, et puis Royan, et le zoo de la Palmyre, et compagnie. Mais c'est vrai. Quelquefois on se dit, tiens, ici, et j'y suis allé, alors mes enfants me disent, mais t'as été partout. Ils suivaient, remarque. Je me suis mise à jouer, on jouait un petit peu comme ça pour s'amuser, mais avec Patou, ma fille qui faisait beaucoup de championnats, je me suis mise à jouer avec elle, donc j'ai fait le championnat de France en 80. Et après, j'ai toujours été bénévole, trésorier pendant de nombreuses années, et bénévole jusqu'à l'année dernière. 2018. 2018. C'est 2018 qui a été... Jusqu'à 2018, j'ai été bénévole. C'est vrai qu'on était plus de 100 licenciés à l'époque. Je crois qu'on a été 120 ou quelque chose comme ça, et Saint-Georges était le premier club de la Dordogne, et nous, on était le 2e club de la Dordogne. C'était quand même un club important. C'est vrai qu'on avait des super terrains aussi.
On y a fait les championnats d'Aquitaine sur ce terrain. Ben oui, puisque j'ai fait les championnats de Dordogne. Donc on a fait après les Aquitaines et après les championnats de France. Mais les Aquitaines, j'en ai fait 2. J'en ai fait un, puisque la première année qu'on a été championne de Dordogne, à Saint-Médard-de-Lucidan, je me souviens encore. Bon, c'est pas possible. Et on a fait les Aquitaines à Sarlat. Tu étais là d'ailleurs. Donc le championnat de France à Niort. Et l'année d'après, on a été vice-championne de Dordogne avec Madame la Lily Monestier. On a fait les Aquitaines sur les Quinconces. Mais j'ai toujours participé à de nouveaux concours après. J'aime bien. Et je joue encore. Donc il n'y a pas d'âge pour jouer à la pétanque. Non, je ne crois pas. Il y a des jours où je joue bien, d'autres jours où je joue mal. Mais enfin, c'est les boules qui vont pas. Il y a eu une équipe de football. Est-ce que vous avez connu l'équipe de football? Oui, j'ai connu l'équipe de football puisque mon fils jouait à Chamiers, donc. On a commencé à jouer sur les terrains là, entre les bâtiments. Où il y a encore les poteaux d'ailleurs, je crois, mais on a commencé à jouer. Il y avait des carreaux qui descendaient de temps en temps. Mais bon, et mon fils il a toujours joué à ce club jusqu'à ce qu'il parte à l'armée. J'aimais bien, on aimait bien aussi le foot. Alors on amenait aussi les gamins dans le coffre de la voiture. À l'époque c'était, j'avais un ami 8, je me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, break. On mettait 3 ou 4 gamins là-dedans avec le casse-croûte, les bouteilles de boisson et on partait. Quelque chose ça me fait drôle, c'est qu'on démolisse ce bâtiment où tu es. Parce que le jour que je posais la question, on me dit c'est pour voir, c'est pour de l'espace. Quand je suis là, j'ai de l'espace, je n'ai pas l'impression d'étouffer moi. Ça fait drôle d'ailleurs. Moi j'aurais démoli le E plutôt. Puisque le E, il y avait quand même des problèmes. Hein. Comme tout le monde. Ils sont déjà 4 par palier, je crois. Oui, ils sont 4 par palier. Et il y a des entrées devant, derrière, sur les côtés, partout. Je me rappelle des centres de police, tu parles. Ils rentraient d'un côté, les uns ils sortaient. Ça avait été muré d'ailleurs après les caves. Ben, où il y a eu des problèmes là-bas. C'était l'amical. Moi, j'aurais démoli celui-là, moi. De Club Atlas. On avait une sortie tous les mois. C'était le pied aussi. J'ai participé au Resto du Cœur, mais je m'y plaisais. C'est vrai que j'en regrette un peu le temps ancien, on va dire. Alors nous sommes chez Patricia Jean-Joseph qui habite à la cité Jean Moulin depuis combien d'années? 15 ans. Parlez-nous de votre arrivée dans la cité. Donc j'ai habité rue Yves Farge, dans un appartement avec mes 2 enfants à cette époque, donc mes 2 plus grands, et du coup quelques complications avec un petit peu les jeunes du quartier. On m'a trouvé la petite maison de cité Jean Moulin, où ça s'est passé beaucoup mieux. J'ai commencé par être parent d'élèves, puisque j'ai toujours été parent d'élèves pour mes enfants. Et de ce fait, je suis rentrée après au bureau de l'association de parents d'élèves comme secrétaire. Et ensuite, je suis aussi conseil citoyen, puisque on a eu droit au conseil citoyen, l'approche du conseil citoyen. Ce qui est très intéressant, puisqu'on s'ouvre encore plus au monde des gens, ou à la vie des gens. On essaye de les soutenir au maximum, comme on peut, avec les éléments qu'on a. On essaye de faire grandir le quartier aussi, en même temps.
Aussi du bénévolat au relais alimentaire et au centre social pour l'espace jeunesse. Parce que je trouve très intéressant et que ça serait dommage qu'il n'y ait plus d'amicale des locataires, puisqu'étant donné que depuis le début où je suis arrivé moi à maintenant, je vois exactement tout ce qui se passe dans le quartier et je trouve ça super parce que je pense que c'est une association qui se donne à fond. Famille déjà, on essaye de voir un peu tout, de participer à toutes les animations. Donc en animation, je fais la pétanque, des journées attractives où j'ai pas pu faire le vélo rail, ce que j'ai regretté pour problème de santé. Autrement, le plus possible, j'ai fait quand même Walibi. C'est des choses intéressantes parce que déjà le prix qu'on paye à l'heure actuelle, la participation qu'on nous demande n'est pas la même que si on y allait nous-mêmes déjà. Donc je trouve très intéressant cette ouverture d'esprit et cette ouverture de moyens aussi qu'on nous donne pour partir à des sorties vraiment formidables et très belles. Parce que j'ai de très bons souvenirs de beaucoup de sorties. Il y a eu des sorties cinéma que j'ai faites par contre avec mes enfants là. Qui était très intéressante et très abordable aussi. Après, côté animation, j'ai assisté à ceux de carnaval dans le quartier. Cette année, j'étais jury d'ailleurs. Donc, c'était vraiment très intéressant. Alors, si ça se passe vraiment, parce que on reste toujours quand même dans la réserve et si ça se passe vraiment, je pense que ça sera un nouveau changement, peut-être bénéfique d'ailleurs pour ce changement. Vous avez vu le plan qui a été présenté par la directrice. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan? Cela reflète ce que vous avez pensé? Pas du tout, parce que je pensais plus à un petit lotissement déjà. Donc je ne m'attendais pas du tout à avoir des plans comme ça. Donc sur le coup j'ai été un petit peu déçu par rapport à l'image qu'on nous a faite. Maintenant elle n'est pas définitive, on attend de voir quand même les architectes, même si je pense que ça sera dû à peu près ce que j'ai vu. Mais je pensais plus à un petit lotissement, honnêtement. Je suis agent sur site, je m'occupe de tout ce qui est espace vert, tout ce qui est problèmes techniques dans les communs et aussi chez les locataires. Nous travaillons beaucoup avec le centre social de la mairie car on s'occupe des personnes qui sont en grande difficulté, on les oriente, on leur donne des conseils. Et le bien vivre à la cité Jacqueline-Auriol, c'est quelque chose de très important. C'est la première des choses, c'est le bien-être. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'agents sur site, on est là pendant 8 heures sur 5 jours dans la semaine et ils sont contents de nous avoir. Beaucoup de locataires, on est leur référent, quoi. Surtout une satisfaction pour leur logement, les petites choses qui les embêtent au quotidien. Je parle sur l'électricité, de la robinetterie. Par rapport à d'autres cités, je pense que sur la cité Jacqueline-Auriol, au niveau des espaces verts, il y a un gros et un énorme potentiel. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Il y a des choses qui ont été mises en place, comme les barbecues. Ce sont des choses qui sont des points de rencontre avec des gens pour partager un repas ou même juste pour parler. Dans le mot espace vert, il y a le mot vert. Et on aimerait qu'il y ait un peu plus de couleur, de gaieté pour que les gens, une fois quand ils sortent, qu'ils soient aussi bien heureux chez eux, mais aussi quand ils sortent de leur bâtiment, qu'ils voient des choses, pas que du vert. Voilà, ramener de la couleur. Et heureusement que vous êtes là parce que vous ramenez un petit plus pour
leur week-end, quand il fait beau, vous faites des sorties, c'est très important. En plus, ça permet aussi entre locataires de se connaître. Après, il va y avoir de l'entraide, parce qu'ils ne se parlent pas toujours tous. Au tout début, ils sont un peu sur la retenue. Ah, c'est qui cette personne? Et en faisant des activités comme ça, on crée des liens, que ce soit avec les locataires et l'office. Parce que nous aussi, on est là de temps en temps, on vient voir quand il y a des petites réunions après nos heures de travail. Il se passe des choses et nous, on arrive, on vient voir aussi. On veut se tenir au courant des locataires qui participent. Quelque chose dont Périgord Habitat, le Grand Périgueux, tout ça, qui ont été chercher des subventions et d'autres organismes, excusez si je ne les cite pas, je ne sais pas tout. Mais oui, et les gens l'attendent fortement, ils ont envie d'avoir du renouveau, des choses, comme on va parler dans leur appartement, l'électricité aux normes, ils veulent avoir des choses qui, ils veulent du nouveau. Le plan de circulation va changer, ils attendent, ils veulent une nouvelle cité, ils veulent leur nouvelle cité, et ils veulent y rester. Cette cité tient à être connue, et on apprend beaucoup de choses, diversité au niveau de la population, des gens qui viennent d'autres pays, on a un contact, on discute, on échange, des choses, on enrichit sa façon de connaître certaines personnes, leur culture, c'est important de savoir, dans notre pays, voilà, on fait comme si, c'est très intéressant. Des fois, on peut se servir de certaines choses qu'ils ont en eux, qui ramènent dans notre pays, pour pouvoir mettre en place certaines petites choses. Je défendrai tout le temps cette cité, parce que c'est une cité, il fait bon y vivre. C'était une de mes premières locataires, je me suis occupé. C'est une personne, tous les jeudis matins, si je n'allais pas boire le café, cette personne après ne voulait plus me parler. C'était une mamie. Autre aussi, j'étais en train de tondre une pelouse, et il y a un monsieur qui arrive et il me dit « Oh, monsieur le gardien, vous voulez une glace ?» Une glace, quoi. On m'offre une glace en train de tondre une pelouse. Bon, j'ai pas dit non, ça faisait, en plus c'était l'été. Une personne qui nous a fait un beau cadeau, moi et mes collègues, pour nous remercier de ce qu'on fait et tout, et de notre gentillesse, nous a offert un cuisseau de sanglier. Et puis des naissances aussi, des fois, ou des mariages, on nous dépose des petites dates, des petits gâteaux. J'ai vraiment choisi ce pavillon. C'était vraiment, j'ai eu un souhait de venir habiter ici. Ça s'est réalisé et je m'y trouve bien. Alors les contacts avec les voisins sont cordiaux, on n'a pas de soucis. J'ai des voisins derrière qui sont amis depuis longtemps. On se côtoie tous. L'ambiance n'est pas mauvaise tant que ça. Les mauvaises ambiances, on peut dire que ce sont des personnes de l'extérieur. Ici, sur le quartier, entre nous, on n'a pas de soucis. Alors, depuis 2016, je suis rentrée au conseil citoyen, puisque le quartier est en renouvellement urbain. Donc, je suis rentrée au conseil citoyen un petit peu par hasard, je ne connaissais pas du tout. Quelqu'un a tapé à ma porte un jour, on s'est assis, on a discuté, on a rempli un questionnaire, et puis j'ai dit tiens, après tout, pourquoi pas. On est invité à toutes les instances pour les décisions. On a la parole, disons, mais on n'est pas décisionnaire entièrement, ça c'est certain. Dommage d'ailleurs. On a quand même travaillé pas mal sur le quartier. On a refait faire une aire de jeu, on a fait des décos de Noël l'année dernière, une scène ouverte, l'aire de jeu, le City Stade aussi. Donc il n'y a pas que le logement dans nos actions. On concerte les habitants du quartier pour savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne voudraient pas, et comment faire, etc. On demande aussi leur avis, on n'est pas là que entre nous. Alors les incivilités, ça a été avec
le Grand Périgueux, la mairie, la police. Ça a démarré de contacts avec la police. Nous avons fait des tables rondes, savoir comment travailler, comment s'y prendre et comment faire pour essayer de faire cesser le plus d'incivilité possible. Mais pas facile. Donc c'était un travail de longue haleine, puisque ça a duré pratiquement 1 an, des affichages sur 11 mois, une préparation quand même bien intense. Alors l'association de locataires, je la connais depuis très très longtemps, puisque il y a 35 ans que je suis sur la commune. Moi-même j'étais dans une autre association de locataires et à la fédération du logement. Les contacts sont... Il n'y a pas de souci. Serge, voyons. Justement, comme il n'y a pas de souci, et puis je me relance un peu dans la vie associative, j'ai rejoint l'amicale des locataires de Chaniers, cette année. Ça peut pas être mauvais. De toute façon, on sait que ces maisons, même si on y est bien, elles sont vieilles. Nous, on aurait voulu que ça soit entièrement réhabilité, mais vu la construction ancienne, c'est pas possible. Donc je pense que ça va ouvrir le quartier un peu, il faut l'espérer. Ça fera revenir du monde et puis une autre population. C'est le but, de toute façon. Je suis dans le quartier depuis mars 58. 58, pareil, comme Madame Balancy. On venait tous des Rues-Neuves. On était des petits ouvriers et pas riches surtout. J'avais une seule pièce pour mes 3 enfants, mon mari et moi. Donc de se voir avec des chambres pratiquement pour presque fait par 2, les gosses. Ouais. Parce que quand j'étais au 51, j'avais 3 chambres comme ici et j'avais mes enfants. Et après j'ai été au 1, donc au 1 j'avais 5 chambres. Là c'était autre chose. C'était le luxe là. Ah ben oui, c'était le luxe, c'est ce que je dis. 4 chambres il y avait chez mes parents. 4 chambres. Il y a une vieille maison qu'on appelait la Chapelle. Oui. Et il y avait des arbres. Et nous, gamins, on allait couper les arbres. On les faisait sécher dans le poêle, et après, jusqu'au feu de Saint-Jean, et puis après on l'amassait, on les amassait pour faire le feu de Saint-Jean. On allait pique-niquer à Salgourde, là en bas, là. Ah oui, ça c'est vrai. Tous les oui, à l'époque. Les barrages. Ouais. Il y a le barrage. Ah non, mais jamais. On allait pique-niquer, parce qu'il y a un îlot. Oui. Et bien à l'époque, il était propre, c'était propre. Et bien les gens du quartier, là, on allait pique-niquer. Comment ça se passait avec le Gour de l'Arche? Chamier le Gour de l'Arche. Quand on était gamin, c'était la bagarre. À coup de lance-pierre à la rivière, faut pas. Mais qu'américains, vous en avez. Non, à l'époque, ils étaient toujours là, les Américains. Ils allaient dû partir, bon. Ils avaient fait le terrain de baseball, là, derrière. Le terrain qu'il y a là. Ben, c'était un terrain de baseball. Ah, mais oui, je vous l'apprends. Oui, là, j'étais pas au courant. Ils avaient mis des grands grillages, assez hauts, parce que quand ils tapaient avec leur batte. Et le côté HLM, pareil, pour le protéger, c'était un terrain de baseball. Ou alors, on allait dans l'ouvrier pour récupérer les ceintures, alors comme on en trouvait partout, ces ceintures. C'est à peu près identique. Bon, un peu plus de figures qu'on ne connaissait pas, de gens qui sont arrivés de pays étrangers, qui sont des migrés, qui sont venus dans notre quartier. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, bon, il y a moins de, comment dire, on a moins de discussions avec certains, bon, qui sont plus réservés entre eux. Mais bon, ça se passe très bien. Bon, ça ne me dérange pas. Je trouve ça très bien, ça nous permet de sortir, d'aller voir des monuments, des sites, moi je trouve ça
pour pas très très cher en fait. C'est abordable. Est-ce que c'est nécessaire? Ah oui, oui, parce que ça permet d'avoir un renouveau du quartier qui va être important quand même, qui fera que bon, mais on n'a plus ces vieux HLM qui vont disparaître, ces petites maisons qui sont, bon, c'était très bien, mais bon, c'est un peu obsolète sur le coup. Et ça va ouvrir un peu le quartier, quoi, à de la nouveauté, on va dire. Dans mon bâtiment, ils vont pas faire grand-chose, ils vont juste faire la façade, là. Les façades, les balcons, les entrées. Bon, c'est tout ce qui est extérieur, tout ce qui est qui se voit de l'extérieur, quoi. Bon, intérieurement, ils vont pas faire énormément de changements. Hein. Et bon, c'est dommage on les voit de moins en moins, mais bon, ça c'est quelque chose qui je pense dans les quartiers est important d'avoir, qu'on puisse avoir un dialogue avec le bailleur par l'intermédiaire de ces agents sur site justement, qui disparaissent de plus en plus et qui sont des gens qui apportent beaucoup à l'équilibre de notre vie, je pense, courante, pour nos HLM. Mais c'est tout ce qui représentait les problèmes qu'avaient les gens sur le quartier vis-à-vis de leur voisinage, quoi, ni plus ni moins. Hein. Et donc, on a rencontré la directrice de la police, Madame Philippon, et son état-major. Donc, on a mis en place des ateliers permettant de faire remonter justement ces problématiques qu'il y avait sur les quartiers et qui gangrénaient ni plus ni moins nos cités, quoi. On a fait en collaboration avec des dessinateurs sur le quartier, on a fait des flyers. Et puis on a fait remonter ça avec la mairie aussi, en collaboration avec la mairie, donc qui nous a permis d'avoir des panneaux d'affichage sur la commune. Et est-ce qu'un an après cette opération d'affichage, les incivilités ont diminué? Moi je crois, oui, un petit peu quand même. Ça a permis aux gens de se remettre en question pour certains, de voir que bon, on ne peut pas tout se permettre et faire n'importe quoi. Il faut quand même se responsabiliser et puis être à l'écoute aussi des autres. Alors mon arrivée dans le quartier, déjà c'était au mois de mai, donc il faisait très beau. J'arrivais de Périgueux, où j'habitais dans rue Balzac, un petit 2 pièces un peu sombre. Et on arrive ici, et franchement, en plus en 1954, c'était l'après-guerre, on avait peu de confort à Périgueux. Arrivé ici, soleil, un grand balcon, de l'herbe et des étendues pour jouer comme s'il en pleuvait, le chauffage central dans la maison, 2 chambres, l'eau chaude, eau froide, une salle de bain. Ah non, mais pour nous, c'était le paradis. On pouvait galoper dehors avec les copains, les copines. Il y avait à ce moment-là le terrain d'aviation et l'hippodrome qui était encore libre d'accès. On faisait des découvertes. Il y avait un avion encore, on faisait des découvertes. Et par contre, pour aller à l'école, il n'y avait que l'école en haut, là, l'école Jules Verne, et qui ne pouvait pas accueillir cet afflux de population. Donc, Monsieur Gounou, qui avait des garages un petit peu plus bas, là, et bien là-dedans, ils avaient imaginé 3 ou 4 classes pour accueillir tous ces gens-là. Et puis, bon, on allait à l'école tranquille, en bande, on venait en bande. Les familles n'avaient pas forcément de réfrigérateur, c'était plutôt des glacières. Donc il y avait un glacier qui passait et qui nous vendait des pains de glace. Il y avait
peu d'aspirateurs. Donc le comité des HLM avait acheté un gros aspirateur. Cet aspirateur était prêté. Peut-être qu'il y avait une caution, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, il était prêté aux familles pour nettoyer une fois par semaine les appartements, quoi. Ils avaient aussi acheté une machine à tricoter. Ma mère a fait marcher cette machine, mais elle nous a fait des pulls pour nous et les environs. Alors il y a eu des fêtes de quartier. Il y avait la fête du mois de juin qui était la grande fête où il y avait au moins, à l'époque, il y avait 400 manèges. Il y avait sous le préau, là-bas, sous le... Comment s'appelle cette place maintenant? Comment vous l'avez baptisée? Place de l'Amitié. Place de l'Amitié. Il y a un petit préau à demi fermé. Là-bas, on montait un bar, on pouvait acheter des sandwichs, des crêpes et tout. Donc, tous les bénévoles du quartier étaient invités. Et puis, nos gamins, alors là, en plus, c'était quartier libre. On risquait rien, là. C'était des fêtes très, très appréciées. Je me rappelle du petit manège de Monsieur Pipalin. J'ai connu. T'as connu Monsieur Pipalin, qui avait une adoration, mes filles. Elles auraient pu faire du manège pendant 3 jours sans discontinuer, avec attraper la queue du Mickey. Monsieur Pipalin, non, ça suffit, j'en peux plus là. Après, il y a eu des courses cyclistes d'organiser. Des courses cyclistes où on a fait venir des pointures, comme on dit maintenant, des gens de renommée internationale, on peut le dire. C'était un petit peu grâce d'ailleurs à la fille de Monsieur Faure, qui était mariée avec Jouot, qui était un speaker de renommée nationale sur les courses cyclistes. C'est un petit peu grâce à ça d'ailleurs qu'il y a eu les courses à Chamiers. Qu'il y a eu les courses à Chamiers avec des pointures justement. Oui, puis il y a eu Anquetil, Bobet. Ah oui. Altig, qui était si bon. Dans mes souvenirs de gamine. Hein. Il y avait la fête des vendanges. Alors qui était plus petite, il y avait des retraites au flambeau organisées par le comité des fêtes aussi. Mais oui, c'est vrai que c'était très très dynamique quand même. Oui. Beaucoup de sport, des sorties avec d'autres camps SNCF, et à la journée, mais aussi des sorties à la semaine, des semaines découvertes. Où on allait, moi j'étais allée à Muralcaire, j'étais allée au Lioran, et alors là on était logés dans des maisons SNCF, des petites maisons de garde-barrière qui étaient désaffectées, qui avaient été aménagées très sommairement, hein, mais où on pouvait dormir, se laver, faire manger, et tout ça par le train. Le train, je pense que le train a été le vecteur développeur de Chamiers. En plus, la SNCF, il y a quand même 3 bâtiments qui étaient dédiés à la SNCF. Alors il y avait quelques logements qui étaient réservés à d'autres non cheminots. Et je vais même vous dire qu'à l'époque, quand on allait au Copeau, au centre de loisirs SNCF au Copeau, les non cheminots étaient appelés, les étrangers. C'est vrai, on dit les étrangers parce qu'ils ne payaient pas le même tarif. Et ils étaient étrangers. Et s'il n'y avait pas assez de place pour aller quelque part, ils n'étaient pas prioritaires. Mais c'est vrai que maintenant, moi ça me choque qu'on les ait appelés comme ça. À l'époque, ça gênait personne. C'était comme ça, voilà, c'était pour les distinguer des cheminots ou non cheminots. C'est tout. Mais... Travailler SNCF, il y avait des avantages. Ah ben il y avait des avantages. À l'époque, il y avait beaucoup d'avantages. Et maintenant, oui, c'est un petit peu... Et la cité est un peu à l'image de la SNCF. En décrépitude complète. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est ce que je ressens. C'est plus du tout... Alors à quoi c'est dû, j'ai pas fait d'analyse sur ça, mais c'est vrai quand je vois maintenant la cité HLM comme c'est maintenant, j'ai vraiment très mal au cœur, ça me fait beaucoup de peine.
Et Chamiers, même si j'ai déménagé depuis longtemps et que j'habite plus dans cette commune, Chamiers c'est ma commune de cœur et j'y suis attachée. Et c'est vrai que je participe à beaucoup de choses qui se font sur Chamiers encore, parce que je l'aime cette commune. Mais quand je vois cette cité comme elle est devenue, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. En même temps, je suis partagée parce que je sais que ça va être démoli. Ça me fait mal au cœur que ce soit démoli. Puis en même temps, je me dis, c'est vrai qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Je travaille au Grand Périgueux depuis juin 2016 et j'ai été recrutée pour m'occuper du projet de rénovation urbaine du quartier de Chamiers. Une phase de diagnostic qui a été assez poussée quand même, puisqu'elle s'est déroulée depuis à peu près mon arrivée jusqu'à fin 2018, je dirais. On a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait pouvoir recueillir le point de vue de tout le monde, surtout des habitants, puisque c'est un quartier qui a longtemps été, comment dirais-je, pas mis de côté, c'est un peu trop fort, mais un peu oublié ou un peu mis en second plan par rapport à d'autres quartiers de l'agglomération de Périgueux, puisque depuis les premières constructions, donc on était dans les années 50-55, aucune vraie opération de réhabilitation n'avait été conduite sur le quartier. La chance qu'on a eue, c'est que on a eu dès le départ un gros soutien de l'État, avec notamment l'ancienne préfète, Madame Anne-Gaëlle Baudouin, qui dès le départ a mis toutes les chances du côté du quartier de Chamiers et de ses habitants pour qu'on ait de gros moyens pour engager une vraie restructuration du quartier. On a eu l'occasion d'avoir une approche très transversale, donc avec un gros volet habitat, 32 millions d'euros, donc un programme très ambitieux qui concerne en tout 312 logements. Réhabilitation, 154 logements seront réhabilités aux normes européennes, donc c'est énorme en termes de... Voilà, le curseur est mis assez loin. Voilà, 32 millions aussi pour démolir 201 logements. Ça c'est la partie un petit peu plus, comment dirais-je, complexe du projet, puisque c'est des logements qui sont occupés. Encore certains aujourd'hui le sont. Donc ça demande, alors le bailleur a une expérience très appuyée, très riche en la matière, donc ils arrivent à conduire les opérations de manière à ce que les locataires ne se sentent pas lésés de cette situation, parce que c'est des gens qui leur choix n'était pas forcément de quitter leur logement. Donc c'est tout un accompagnement qui se fait. Accompagnement aussi avec les artistes qui sont en résidence, la compagnie Oui Dire. Le projet s'appelle Ça déménage. Et en gros, les artistes, alors quel que soit leur domaine de prédilection, les artistes en fait accompagnent les personnes qui subissent le relogement, qui se retrouvent confrontés à un déménagement. Ils les accompagnent de manière artistique à réfléchir sur ce qui reste, ce qui part. Le but c'est vraiment de dédramatiser le déménagement. Dans les 201 logements que l'on démolit sur le quartier, on a les 65 petites maisons de ville qui se situent juste en face du collège. C'est un produit logement qui fonctionne très bien parce que c'est une petite maison, que pour certains locataires c'est une projection, c'est une destination, c'est demain je peux avoir ma petite maison avec mon jardin en restant dans un logement social, donc avec un loyer modéré, etc. À côté de ça, ce qu'on a essayé de faire dès la phase de diagnostic, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé des ateliers urbains, où en fait on demandait aux personnes habitant le quartier, aux représentants associatifs aussi, de venir autour de la table et discuter sur des thématiques. Donc on a notamment discuté des usages. Quels sont les usages du quartier? On a discuté des déplacements, on a discuté des équipements, etc. Différentes thématiques. Et après, quand ils arrivent en CM2, on travaille sur le Chamiers de demain. Donc là, on les implique, on leur présente le projet de rénovation urbaine.
On parle aussi des choses qui fâchent, de la démolition des logements. Souvent, c'est un peu violent pour eux parce que la première réaction, c'est mais attendez, mais Julie, mais il y a des gens dedans. Qu'est-ce que tu vas faire des gens? Tu vas pas démolir. Alors, c'est pas moi qui démolis, heureusement. Mais donc on explique, on dédramatise, on en parle, il n'y a pas de tabou. Et après, on leur demande de travailler sur un objet du projet. La première année, quand on a fait ça, les enfants ont travaillé sur le gymnase municipal. Ils ont donné leur vision du gymnase municipal. Donc tout ce travail-là, ça sera annexé, sera donné, transmis à l'architecte qui travaillera sur le gymnase de manière à ce qu'il puisse comprendre la vision des enfants sur cet équipement. Né à Trélissac-les-Mourioux et qui a débarqué aux HLM de Chamy en 1960 parce que mon papa travaillait à l'époque chez Monsieur Cochery. Très heureux, moi, d'y arriver parce que le bâtiment, si on se réfère à tout ce qui est bâtiment HLM ici, c'est le seul qui est 4 locataires par palier, avec les bouts, les deux extrémités, les appartements avec 4 ou 5 chambres. 5 chambres. 5 chambres, ouais, voilà, c'est ça. Donc famille nombreuse. Donc, ce qui voulait dire qu'on sortait de l'école, on n'était jamais tout seul. C'était parfois bruyant, mais bon, ça faisait partie des choses de la vie des HLM. Oh, ben c'est les plus belles années de ma vie, ouais. Ça je l'ai toujours dit et je le maintiens. Et alors, toi qui aimes les anecdotes, il y a une famille, alors je vais citer leur nom, mais j'ai jamais su ce qu'ils étaient devenus. La famille Quéré, qui ont été les premiers dans l'escalier à voir la télévision. Et ben, l'anecdote, c'est que quand il y avait un film de Fernandel, ben, ça sonnait aux portes, et ce soir il y a un beau film, et venez. Et ça faisait du monde dans l'appartement de chez Quéré, ce qui fait qu'ils poussaient... On poussait les meubles, nous les gens, les voisins descendaient avec leurs chaises, ils se mettaient derrière, et puis nous les gamins on était en randonnion, mais la maison était pleine. Et ce qui voulait dire, puisqu'on nous invitait à venir voir le film, ça faisait des gâteaux, des tartes, et puis il y avait une entraide. Si quelqu'un avait un petit souci, on pouvait essayer de s'arranger. Non, c'était... Moi, je l'ai toujours dit et je m'y maintiendrai toujours, j'aurais regretté de ne pas connaître cette vie-là. Ah, ça, c'était épique. Puis là aussi, il y a tellement de noms qu'il faudrait... C'est que on nous imposait... Alors, ils avaient mis un filet devant le bâtiment, alors je sais pas, Euter, celui où tu habites. Et à match, il ne s'est jamais cassé un seul carreau. Le seul carreau qui a été cassé, c'est qu'à l'échauffement, le gardien s'était mis face au bâtiment et les autres shootaient. Alors bien sûr, là il y a un carreau qui a sauté. Mais sinon, il ne s'est jamais cassé un carreau. Mais ce qui était épique, c'est que le district nous imposait de mettre une main courante. Et cette main courante, c'était... les anciens, M. Poumery, M. Tinas, les anciens dirigeants, et qui, avec les piquets et la masse, tous les dimanches matins, et on tapait sur les piquets, et on enroulait une ficelle autour, et comme c'était un lieu public, il fallait, tu as connu ça avec le terrain de pétanque, il fallait tout démonter. Et allez, on repart, le match est fini, puis alors les trucs... le père Tinas ou le père Poumery qui passait avec son chapeau et les gens de la fenêtre qui jetaient une pièce de 5 francs ou un truc comme ça. Enfin, c'est des bons souvenirs, ouais. Le terrain des HLM, on se déshabillait dans les caves avant qu'ils nous fassent le petit bout de vestiaire en bout. J'ai toujours dit que c'était l'association avec laquelle j'avais eu le plus de plaisir à bosser parce que tu avais l'impression de faire quelque chose d'utile, quoi. Ouais, pas que dans les autres associations ne fassent pas quelque chose d'utile, mais là c'était concret, quoi. Il y a la commission des travaux qui faisait le tour de la cité pour voir ce qui n'allait pas, ce qu'il faudrait changer. Monsieur Linel qui faisait les courriers à la mairie par rapport à ce qu'on avait trouvé qui n'allait pas, etc., quoi.
Et puis l'ambiance, quoi. L'amicale des locataires, c'était une sacrée ambiance. La fête des HLM, sûrement une des plus grandes buvettes de Dordogne, sinon la plus grande, dessous le bâtiment C. Et la fameuse soupe au fromage, parce que alors ça, c'était le truc que les gens venaient manger le soir, la soupe au fromage, avec les merguez, les saucisses et le reste, quoi. Un truc où on était heureux quand on a fait notre armée, de recevoir un chèque de l'amicale qui faisait un chèque à tout militaire. La carte de la CNL, de l'amicale des locataires, c'était un peu comme le calendrier du foot. Si tu veux que je te prenne la carte ou si tu veux que je te prenne le calendrier, tu commences par t'asseoir. Et puis c'était boum. Et il y en a, sinon, tu ne te prenais pas la carte tant que tu n'avais pas bu l'apéro. Ce qui fait qu'il y a eu des soirs, on est rentré, on n'était pas toujours tout seul. Mais bon, on ne faisait pas beaucoup de chemin puisque c'était à pied. Alors je ne sais pas en quelle année, toi tu dois peut-être le savoir, c'était une fameuse fête où derrière le bâtiment C, il y avait eu course de vaches landaises. Ça, pour nous qui étions gamins, une course de vaches landaises, ils avaient monté une arène derrière, là c'était extraordinaire. Et puis alors il y a eu les fameuses courses cyclistes, où quand même de ce temps-là, Rudy Altig est venu quand même tourner ici, André Darrigade, Poulidor. Eh bien alors je sais pas si ça avait un rapport, c'est-à-dire que quand on est arrivé en cours d'année, et est-ce qu'il n'y avait plus de place à Eugène Leroy, on nous a mis avec mon frère à Jules Verne, et alors je ne sais pas pourquoi, on nous disait que par rapport, c'était plus select, soi-disant, d'être à Jules Verne que d'être à Eugène Leroy. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que j'étais pas plus select que ceux qui y étaient, mais bon. Il y avait un maître qui, aujourd'hui, je pense, aurait de gros problèmes avec la justice, quoi. Parce qu'il frappait avec une cravache et ça faisait mal. Alors, moi je suis créateur sonore et musicien, et aussi scénariste pour la bande dessinée. Voilà. Et je suis donc membre de la compagnie Boudir, qui est une compagnie qui travaille sur la création sonore et la musique contemporaine, on va dire. Voilà. Et une des particularités de la compagnie, c'est de travailler beaucoup de projets en lien avec le réel. Donc voilà, on n'est pas forcément des artistes qui s'enferment dans des salles ou dans des lieux de répétition pour faire une création un peu comme ça autonome. On est beaucoup des artistes qui sont sur les terrains, sur le territoire, et qui allons travailler la question de la prise de son, de l'image, etc. Et de partir de la réalité pour fabriquer des œuvres de création sonore ou autre. Voilà. Et alors on est depuis maintenant 4-5 ans sur le quartier, sur la cité Jacqueline Loriol. Et on a démarré un projet dans le cadre des contrats villes. En fait, on a été sollicité par rapport à ça pour mettre en place un projet de résidence d'artistes expérimental sur la cité. Voilà. Alors c'est un projet qui est très ambitieux parce que c'est un projet qui est à long terme. Hein. C'est-à-dire que normalement les résidences d'artistes on fait 2-3 ans au maximum. Là on est déjà là depuis 4-5 ans. On est dans le fameux 932 donc, du bâtiment C depuis fin 2016. Voilà. On se sert de cet appartement pour inviter des artistes qui sont alors, à la fois musiciens, qui peuvent être dessinateurs, auteurs de bande dessinée, peintres, cinéastes, poètes, pour travailler avec les habitants sur le quartier et pour travailler avec les structures du quartier. Voilà. Place c'est un peu particulière, c'est vraiment pas une place encore une fois où on est là pour régler des problèmes, on est vraiment là pour amener un petit peu un regard un peu différent sur la vie des gens et sur les structures du quartier, quoi. Tu travailles avec les enfants de l'école Eugène Leroy? Beaucoup, ouais. Alors, du coup, la relation qu'on a avec le quartier, c'est évidemment avec des habitants, avec qui on est en relation. Alors, ici, ça a été beaucoup nos voisins, sur les gens qui habitaient le bâtiment C, ou qui habitaient le bâtiment C, ou des gens qui habitent ailleurs. Mais on s'est appuyé beaucoup sur les structures du quartier. Donc, on a commencé par s'appuyer sur le centre social, évidemment, beaucoup aussi sur le conseil citoyen, qui pour nous un relais et un lien important sur le quartier. Et puis avec les structures aussi d'enseignement. Donc on a
travaillé avec la crèche, évidemment. On a travaillé beaucoup avec l'école maternelle et avec l'école élémentaire. On développe un projet depuis 3 ans avec les classes de CM2 où on travaille sur des ateliers beaucoup liés au dessin. Donc on avait commencé avec un gros travail de Troups qui avait été en résidence ici pour travailler sur la question des bâtiments. Il avait fait une fresque avec les enfants, voilà, qui est juste à côté de l'école. Et puis après on a enchaîné avec un travail sur un atelier autour du journal Le Voltigeur, qui est le journal qu'on fabrique sur le quartier pour les habitants. Et donc on a fait un Voltigeur junior avec les enfants, donc tout un travail d'atelier, d'écriture, de dessin, de photographie, de bande dessinée. Et ils ont fabriqué une partie du journal voilà, qui a été distribuée sur le quartier. Ah, ça c'est toujours une question intéressante, comment c'est perçu. Alors, c'est pas perçu de la même façon par tout le monde, hein, voilà. C'est un quartier où les gens n'ont pas forcément... pour eux, c'est pas forcément une image positive que d'habiter là, pour certaines personnes. Pour d'autres personnes comme toi, c'est quelque chose de fort et d'important parce que tu es inscrit dans l'histoire du quartier. Et il y a plein de gens qui vivent ça, qui ont toujours vécu là, qui sont encore dans l'histoire soit de la SNCF, soit de pourquoi ils travaillaient là et vivaient là. Donc ça, c'est plutôt des gens qui ont... Voilà, qui ont envie que le quartier évolue de façon positive et voilà. Mais il y a aussi plein de gens qui ont été placés là parce qu'ils ont des difficultés économiques, voilà, ou parce que ils sont placés par les CADA ou des choses comme ça. Donc ils ont une vision un petit peu qui sont là par défaut. Voilà. Et souvent c'est des gens qui font que passer, ils restent 1 an, 2 ans, 3 ans, donc voilà. Donc ça c'est plus difficile de travailler avec ces gens-là, même si on y arrive par des billets détournés, parce qu'ils ont toujours l'impression qu'être là c'est pas très chouette. Voilà. Donc nous on fait un travail vraiment de terrain. On va voir les gens un par un et on insiste, et on passe beaucoup de temps. C'est vraiment aussi ça qui est important, c'est l'expérience du temps qui est pour nous primordial dans ce projet-là, parce qu'on peut avoir des relations avec des gens qui se font au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, et qui petit à petit, par l'intermédiaire de tous les projets qu'on développe, alors ça peut être le journal, des fois les gens sont touchés par le journal parce qu'ils reçoivent ça et ils sont intéressés par ce qui se raconte là-dedans. Des fois ils vont voir les expos, c'est plutôt ça qui les intéresse. Des fois c'est plutôt les spectacles, les performances, les choses comme ça, plus conviviales, quand on fait le zapper aux murettes. On a vu des gens qui sont venus boire un verre en regardant un spectacle et qu'on n'avait jamais vu, mais qui descendent parce qu'on est au bas de l'immeuble et voilà. Donc du coup, plus on est installé là, plus on est implanté et plus on développe de projets différents, et plus on arrive à toucher de gens, et plus notre présence paraît évidente. Voilà. Les plus difficiles à convaincre au départ, c'est de s'arrêter les jardinaux, parce qu'évidemment, eux, ils vivent toujours un petit peu cachés, ils sont dans leur... Voilà, voilà. Moi, on a mis 1 an à obtenir le jardin 62, et puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là, avec leur drôle de trucs, leur construction, leur façon de jardiner un peu bizarre. Et puis nous, c'était une façon de s'intéresser à eux. On est allé les enregistrer, les photographier, les filmer. Ils ont vu petit à petit qu'on n'était pas là pour ni déranger, ni pour voilà, montrer des choses qu'il ne fallait pas montrer. Et on était juste là pour parler un peu du jardin et de leur vie, de leur histoire, de les ateliers SNCF, etc. Et donc, du coup, maintenant, on est très très bien accepté par les jardinaux et qui voient de très bon œil le fait qu'on soit là et qu'on parle un petit peu de leur activité. Et JP, même avant qu'on ait l'appartement ici, qu'on ait le 932, c'est une des premières personnes qui nous a voilà, on a pu discuter avec lui, puis on s'est aperçu qu'il était un peu une figure du quartier, parce que beaucoup de gens le connaissaient, des enfants jusqu'aux personnes âgées, voilà, il faisait vraiment partie du décor, on va dire, tu vois. Et c'est une personne qui nous a permis d'être en relation avec d'autres personnes. Tu vois, malgré tout, il était dans son coin, comme ça. Mais en fait, il connaissait plein de gens. Donc, du coup, nous, on allait le voir, puis du coup, on rencontrait telle personne, voilà. Donc, ça a été quelqu'un avec qui on a noué presque une amitié, je dirais, parce qu'il était vraiment... dès qu'on arrivait en résidence dans le quartier, première chose qu'on allait faire, c'est dire bonjour à JP. On prend la température. Tu vois, et on voit, et puis mine de rien, il observait plein de choses. Donc il disait, ah oui, là il se passe ça, là il se passe ceci, tu vois, c'était une espèce de téléphone arabe JP, qui était vraiment intéressant. Et il nous a vraiment permis de rentrer en relation avec plein de gens, avec des structures, ou même le bar PMU, enfin, des choses comme ça. Et il était un petit peu notre oreille un peu sur le quartier. Et voilà, il s'est noué puis c'est une figure, c'était une gouaille, c'était un visage, voilà. Donc les dessinateurs, on sont rentrés en amitié avec lui parce qu'il était super intéressant à dessiner, à représenter. Et petit à petit, donc du coup, on a fait des travaux avec lui, on l'a enregistré, on l'a photographié, on l'a filmé, on l'a machin. Et il nous a vraiment permis d'être en contact avec plein de gens. Donc on était très triste quand il est tombé malade et qu'il est décédé.
Et on en a fait un petit peu une figure à la fois réelle et une figure aussi fictionnelle, parce que dans le journal on fabrique aussi des bandes dessinées, on raconte des histoires voilà, décalées, et avec son chien Junior aussi qui est devenu un personnage de bande dessinée. Donc, et puis il se prêtait beaucoup à ça, il adorait, il était bougon, des fois il était un peu comme ça colérique, mais en même temps il aimait bien être dessiné, croqué, voilà. Alors nous sommes avec Zineb qui a habité dans le quartier depuis combien d'années? Depuis 31 ans. Alors j'ai que des bons souvenirs. C'était très chaleureux, il y avait une ambiance qui a un petit peu, on va dire, changé maintenant, mais c'était une autre ambiance. Il y avait beaucoup de personnages, comme on peut dire, des personnes de forte personnalité qui ont vécu ici dans le quartier et quand on dit les noms, ça nous rappelle du coup notre jeunesse. J'étais à l'école aussi ici, au collège aussi ici. Déjà toi Serge, hein, tu as été mon voisin depuis toute ma vie, donc je ne t'oublierai jamais. J'ai Madame Gamboni, mamie, qui elle bien sûr elle nous gardait de temps en temps, dès qu'on voulait avoir des friandises ou quoi, on descendait chez mamie. J'ai Madame Goujon aussi. Je me rappelle parce qu'elle me punissait tout le temps, elle me criait, hurlait dessus, tout le temps, parce que je descendais les escaliers comme une furie apparemment. J'ai Madame Moignan, qui m'a remarqué aussi pareil, elle me fâchait tous les jours, pour n'importe quoi, tout n'importe quoi. J'ai grandi avec elle dans la même entrée d'immeuble, c'était un peu, comment dire, des personnes bienveillantes du coup aussi qui nous surveillaient, hein. C'était pas méchant du tout. C'était des personnes qui nous surveillaient, qui nous prenaient un petit peu comme leurs petits-enfants, puis qui nous fâchaient toutes les 15 secondes. De très bons souvenirs. Du coup, c'est pareil en fait. On avait l'impression quand on allait à l'école d'y aller avec tout le quartier parce que il y avait beaucoup d'enfants hein, avant. C'est pas, je sais pas, mais aussi maintenant aussi, ça doit être à peu près la même chose. Mais quand on allait à l'école, on n'était pas dépaysés quoi. On avait tous les enfants du quartier à l'école, donc c'était un petit peu, on avait du mal à repérer quand c'était l'école et quand. Mais c'est que des bons souvenirs parce que du coup, on était avec tous les copains du quartier. On se retrouvait en classe. Un peu pareil, au collège non, il y avait quand même d'autres personnes extérieures au quartier, mais c'est que des bons souvenirs. Alors, à titre personnel, je pense que ça sera que du bon pour le quartier. Parce que quand on regarde l'état des logements, le manque d'équipements publics au sein du quartier, ça sera que du positif. Ça peut qu'aller quand s'améliorant. Mais alors, le PRU va aider, hein, le renouvellement urbain va aider, mais je pense qu'il faut continuer à faire des choses à côté. Parce que c'est pas juste un simple renouvellement urbain qui fera avancer le quartier. Il y a beaucoup de choses à faire à côté. Notamment peut-être penser un peu à nos personnes âgées déjà, et aussi penser à nos jeunes. Le Conseil citoyen de Chamiers, ses missions, c'est de faire remonter la parole des habitants et d'intervenir dans tout ce qui concerne le plan de renouvellement urbain. Donc c'est du travail, notamment sur la question du relogement. En ce moment, on est en plein sur cette question-là et c'est un sujet pas toujours évident. Il est aussi question de se réunir autour de plusieurs thématiques en lien avec la GUSP, hein, ma collègue Zineb. On travaille autour du développement économique et social, autour de la thématique de la santé. On a des référents aussi sur la question de la cohésion sociale. À notre mesure, on essaye de faire remonter cette parole-là aux institutions, aux partenaires. On peut dire qu'on est majoritairement bien reçu, bien accueilli. Le Conseil citoyen est un collectif qui a été bien accueilli, bien repéré par les différentes institutions. On a des méthodes participatives, actives. Le but, c'est que les habitants soient acteurs, prennent part, voilà, et qu'ils puissent s'émanciper à travers des projets collectifs. Nous sommes arrivés en 1953, c'était au mois de mai-juin par là, puisque nous étions toujours dans les écoles où nous étions avant, et un bus qui faisait les navettes, qui nous prenait, qui nous ramenait ici, et on découvrait quasiment tous la vie dans les HLM.
Donc on était dans le bâtiment A, B, C, le C, et les deux autres, le A et le B, n'étaient pas terminés. Donc la cité était un chantier. Même nous, en bas de nos cages d'escalier, les parkings n'étaient pas faits, c'était encore beaucoup de flaques d'eau, des cabanes de chantier, etc. Donc on était, aujourd'hui ça n'existerait plus, et ça se passait très bien avec toutes les entreprises qui travaillaient. La chose qui m'avait le plus marqué, c'était les Américains, le cas américain. Parce que nous, on arrivait, je dirais, on avait juste des vélos, eux, ils avaient leurs grosses voitures, des Plymouth, des Cadillac, etc. Et c'est vrai que ça faisait un énorme contraste avec nous. Et tous les ans, il y avait la visite du camp américain. Et ce jour-là, on avait droit à du Coca-Cola, à des biscuits, des gâteaux, tout un tas de choses. Alors, les relations avec les voisins, dans ma cage d'escalier, donc l'escalier 15, donc déjà, il y avait le colonel du 5e Dragon qui était là, qui était dans la cage, avec un adjudant au premier étage. Et donc, il y avait une mixité qui était là. Et donc, au niveau du voisinage, ça se passait, il y avait un respect total entre les gens. Malgré qu'il y ait quand même de grandes familles, parce que je dirais peut-être que la moyenne des familles, c'était entre 5 et 6 enfants, mais ça peut aller jusqu'à 10. Toutes ces naissances après la guerre, donc comme je disais, il y avait peut-être 400 ou 500 enfants dans ce bâtiment, quoi. Je veux dire, sans logement, si on fait une moyenne de 5 ou 400, voilà, on est autour entre 300 et 500 enfants. Alors, j'ai été à l'école à Chamiers, donc là encore, on avait prévu un bâtiment, on a ramené tous ces enfants, parce qu'ils le savaient, mais ils n'avaient rien prévu au niveau des écoles. Alors, ça se passait comment? Donc, il y avait toujours l'ancienne école là, qui fonctionnait. L'annexe, il n'y avait pas de mairie à Chamiers puisqu'elle était à Coulommiers, et l'annexe, il y avait une annexe, un petit bâtiment en bois, qui était juste au-dessus du bâtiment B. Et donc, ça faisait une ou deux classes. Et ensuite, il y avait des garages chez Gounou, un peu plus bas, où il y avait peut-être 4, je crois que c'était 4 ou 6 classes. Donc, il y avait les filles étaient bien séparées par rapport aux garçons, on n'était pas ensemble, etc. Donc, la cour de récréation était bien séparée aussi, des garçons et des filles. Donc j'ai fait ici jusqu'à venir dans la nouvelle école ici qui a été construite après, donc avec le directeur de l'époque, M. Prado. Alors à l'époque c'était quand même assez restreint, on va dire. Les animations c'était plutôt des boules, la lyonnaise pour commencer, et après ensuite arrivait la pétanque. Il y avait quelques films qui était fait derrière le bâtiment A, où il y avait encore le bâtiment qui abritait dans le temps des avions. Après, il y avait des films à l'école. C'était dans l'école qu'ils faisaient certaines choses. Il y avait des cours de cuisine aussi. Donc, on participait un peu à tout ça, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il faut revenir quand même à l'époque que les ménages n'avaient pas de voiture, c'était des mobylettes, des motos, des vélos. Ça s'arrêtait là, le moyen de circulation, il était là. Nous, lorsqu'on allait à Barnabé, par exemple, on y allait à pied depuis ici. On avait même fait une équipe de rugby où on jouait contre Guillemotte. Puis on a vu construire Guillemotte, alors on faisait une équipe, donc il y avait Bernard Potard qui gérait un petit peu cette équipe-là, et nous, avec Alain Grand, on gérait l'équipe des HLM qui gagnait chaque fois d'ailleurs. Ça s'est fait un jour, on s'est retrouvés au bord de mer, j'ai rencontré deux copains qui étaient là-bas, donc Denis Leclerc et Loulou Bouriane, et puis on a apprécié notre rencontre, et puis il me dit, mais maintenant que nous avons du temps, on est presque tous à la retraite, ce serait bien qu'on essaie de se retrouver. On a l'année, les retrouvailles, une fois par an, où tout le monde est invité.
Donc il n'y a pas de sectarisme ni rien, il vient qui veut, il n'y a aucun problème. Nous, on se retrouve plusieurs fois par an, pas qu'une fois. C'est-à-dire on n'a pas de terme vraiment établi, mais c'est peut-être tous les 2 mois. On se retrouve le midi, on mange ensemble, on se parle comme quand on avait 10, 14 ans. Je suis arrivé ici en 1957 pour la première fois chez ma mère qui habitait Escalier 11. Donc j'ai passé mes vacances et j'ai été étonné de voir ces bâtiments avec tout ce monde, parce que je venais de la région parisienne, dans le 14e, et je me suis trouvé parfaitement bien ici avec une amitié, des copains et beaucoup de choses. Je suis revenu en 58 en vacances, je suis remonté à Paris, je suis revenu en 58. Et là, vraiment, ça m'a plu parce que la convivialité, les amis, l'ambiance de partout. Je suis revenu après définitivement en 59. Je me rappelle quand il y avait en face de l'escalier 11, il y avait une murette. Il y avait tous les mamans qui descendaient avec leurs chaises pour discuter le soir. Le stade de foot qui était au milieu des HLM. Où les joueurs se déshabillaient, il n'y avait pas de douche, c'était dans la chaufferie. Mais mes 3 frères ont fait partie de l'équipe de foot. Hein, de Chamiers. De Chamiers. Et c'était, ils sont montés quand même assez haut, Chamiers, enfin pas des professions départementales. Et pour se déplacer à Chamiers, quand les gens venaient à Chamiers, c'était très dur pour eux. Hein. Parce qu'il y avait tous les gens de la cité autour, et puis qui étaient chauvins, bien sûr. Et Chamiers, il ne fallait pas y toucher. Hein. L'équipe était renommée et était quand même assez costaud. Hein. J'y suis même rentré et j'étais un privilégié avec 2-3 copains. On passait le long de la voie de chemin de fer. Il y avait une voie de chemin de fer qui rentrait dans le camp américain pour leur porter le matériel. Et derrière, il y avait un terrain de baseball. Et nous, en tant que gamins, on y allait. Alors là, on avait droit aux chewing-gums, aux cigarettes, à tout quoi. Alors, ce qui m'impressionnait, c'était finalement ces grosses voitures-là qu'ils avaient. Parce qu'ils prenaient les enfants, ils les montaient aux écoles. Hein. Et après, ils ont été à Caltès-Fadez, ils ont fait bâtir tout, mais... Pour nous, c'était quelque chose d'incroyable qu'américain. Je ne veux pas dire de la peine, mais de l'émotion. Beaucoup d'émotion parce que quand ces bâtiments sont partis, c'est toute mon enfance qui est partie et tous mes souvenirs. Et j'ai rencontré un des responsables des démolitions. Quand je lui ai posé la question, j'ai dit vous écrasez ce bâtiment-là. Oh, il me dit, il était vétuste, il était ci, il était là. Et j'ai dit, écoutez, ne me racontez pas d'histoire. Moi, j'y habitais, et on aurait pu fractionner cette grande barre avec les méthodes modernes. Maintenant, on peut couper un escalier. On aurait pu mettre des ascenseurs à l'extérieur, dans les étages, contre la cabine, à demi-palier, comme ils ont fait dans Périgueux. Et puis, honnêtement, vous trouverez un entrepreneur qui va monter des bâtiments comme ça, en pierre. Les seuls bâtiments qui sont comme ça Périgueux, c'est Sainte-Ursule, qui sont de la même époque. On ne va pas les écraser à Sainte-Ursule. Hein. Alors ce quartier, je l'ai connu dans les années 80, et peu, parce que j'habitais Pago à l'époque, donc c'est pas un quartier où je passais, mais c'est pas un quartier où je vivais. Puis après j'ai été élu en 89, et effectivement à partir de 89, c'est un quartier auquel je me suis quand même beaucoup intéressée. C'est un quartier qui a beaucoup changé, puisque c'est un quartier où il y avait une espèce de fraternité, d'amitié, de soutien collectif. Et je garde un souvenir de ces gens très attachés à leur quartier. Pour rien au monde, ils n'auraient voulu le quitter. La volonté de ces personnes, c'était quand même de faire vivre ce quartier, et jusqu'à aujourd'hui, quoi. On sent bien que l'amicale des locataires, c'est quelque chose d'important. Elle fait des actions, elle essaye d'animer ce quartier, d'être en soutien. Et on sent d'ailleurs dans des personnes plus anciennes sur ce quartier qui y sont encore, que c'est un véritable soutien et qu'il y a cette volonté de transmettre
et de soutenir à nouveau les plus récents. Il y a eu un premier volet de la politique de la ville, avant cette grosse rénovation, où l'objet était plus, peut-être moins la rénovation de l'immeuble, mais plus l'accompagnement des locataires, donc l'accompagnement aussi de l'amicale des locataires. Et puis là, sur le cadre de la rénovation urbaine, d'abord il y a eu un très gros travail en amont avec les locataires pour créer un comité, le conseil citoyen, et de manière à ce que tout le monde puisse participer. Là, l'amicale des locataires a eu un rôle important parce qu'au début, ça a été un tirage au sort, et le tirage au sort, les gens n'étaient pas obligatoirement intéressés ou ne se sentaient pas obligatoirement concernés. C'est là que l'amicale a largement rempli son rôle en trouvant des personnes qui avaient une volonté de faire vivre ce quartier. On est aujourd'hui avec une grosse amélioration du logement et voire la construction de nouveaux logements, mais ça s'est fait progressivement. Il y avait cette partie de petites maisons là-bas où les gens ne voulaient pas, Jean Moulin, les gens ne voulaient pas entendre parler de démolition. Il a fallu travailler avec eux, il a fallu leur expliquer leur intérêt, parce que c'était l'intérêt de tout le monde de vivre dans des logements plus récents, mieux isolés, etc. Je sais que tout va être centré sur le parc. Moi, je crois que pour les habitants, c'est une très bonne chose. Et j'espère, puisque le projet d'origine voulait qu'il y ait ici des logements moins hauts, plus convivial, avec peut-être une modification de locataires, peut-être des propriétaires d'ailleurs, mais en tout cas une modification de locataires, pour qu'il y ait une mixité sociale. Et je crois que pour Chamiers, il la faut, cette mixité sociale. On discutait du bal du samedi. Et voilà, les parents étaient très liés, voilà. Sans rien attendre en retour, même s'ils venaient chercher un peu de sel, un peu d'huile, un peu de café, on était toujours là pour se rendre service. On était toute une petite bande qui se retrouvait tous les soirs. Nous, on travaillait tous, déjà, on se retrouvait tous les soirs. Sur les marches de l'escalier. Sur les marches de l'escalier ou dans le pré. Et puis, quelquefois, on allait se boire un petit coup chez Krabanac, là, c'était chez Krabanac à l'époque, notre petit, voilà. Et quand on n'avait pas d'argent, on se cotisait tous et on arrivait à se faire avoir une bouteille de bière et de limonade pour tous, mais ils nous faisaient des panachés. Tu parles que dans les années 60-70, les relations entre voisins étaient très bonnes, et maintenant? Zéro. Qu'est-ce que tu en penses? Déçu de tout. De ce qui se passe ici, qu'on ne nous écoute pas. Quand on veut demander quelque chose, voilà. Et si... Tu veux dire que le bailleur ne fait pas le nécessaire? Pas du tout, pas du tout. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sur eux? Tu peux. Je peux. Je voulais dire qu'ils ne sont pas à notre écoute, restent muets à notre demande et refusent toujours tout contact. Voilà, et c'est regrettable. Qu'est-ce que tu penses des futurs projets d'aménagement de ton bâtiment où tu habites actuellement? J'ai vu, c'est pas mal, très bien. Voilà, c'est très bien. J'ai bien aimé maintenant, est-ce que ce projet va être pareil que quand par exemple on nous l'a présenté? Voilà.